Bon film et à tout de suite. À tout ça. Je le présenterai très rapidement. Il est médecin, il exerce et vit à Gardaïa. Il a été à un moment donné militant du FFS. Il a eu des problèmes avec les autorités, entre guillemets, puisqu'il a été arrêté, emprisonné, etc. On a voulu lui coller l'incendie d'une voiture de police pour le neutraliser un peu. Ça n'a pas marché, heureusement. Et là, il est encore à Gardaïa où il observe et milite avec un mouvement, avec une association qui s'appelle Tifel. Et voilà. Et il est un militant des droits de l'homme à Gardaïa. Alors, il est vraiment au cœur des événements que l'on connaît depuis quelque temps à Gardaïa, sur lesquels on n'est peut-être pas suffisamment informé avec précision en tout cas. Moi j'ai échangé un peu avec lui tout à l'heure et je me suis rendu compte quand même que ce qu'on apprend par la presse, y compris la presse qui essaie d'être plus ou moins objective, n'est vraiment pas suffisant pour saisir la complexité et puis surtout l'injustice que subit la population mozambicaine par rapport aux autorités, notamment à la police. Il va nous en parler. Voilà, alors je lui laisse la parole, il va nous parler un peu de tout ça, hein, de qu'est-ce qui se passe exactement à Gardaïa, pourquoi ce conflit est revenu, qu'on connaît un peu depuis, qu'est-ce qui est nouveau, et tout ça. Et puis après on aura un échange avec vous. Voilà, merci. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie pour cette présence combien pour nous Mozambique, ça réchauffe le cœur. Je remercie en même temps la cité pour m'avoir donné cette occasion pour éclaircir beaucoup de choses pour nos compatriotes qui sont ici en Europe. Je remercie aussi l'association Forcem à Lyon qui font des efforts pour essayer d'éclaircir toujours cette situation. Et en même temps, je remercie les frères Amazir qui ont montré durant les événements de ce qu'on appelle souvent les événements de Gardaïa, une solidarité qui nous a vraiment donné beaucoup d'espoir. Bon, pour ce qui s'est passé aux événements de Gardaïa, moi je les qualifie d'un ethnocide à huis clos. C'est quoi l'ethnocide? L'ethnocide, c'est pas le génocide. L'ethnocide, on détruit, on efface la culture et les spécificités d'une société sans tuer l'être humain. On lui vide de sa substance. Il y a plusieurs moyens utilisés. Ce qui se passe à Gardaïa, parmi les constatations, c'est l'ethnocide, c'est vouloir effacer cette identité des Mozambiques. Je reviens un petit peu en marche arrière pour expliquer un petit peu l'historique, la géographie. Les Mozambiques sont des Amazirs, majoritairement sont de la grande tribu Zenata, qui est une... les Zenati leur emplacement géographique jusqu'au Maroc, jusqu'au Rif. On parle presque la même langue. Les Mozambiques, en plus, c'est une branche, les Zenata, c'est une branche de l'Amazir. Et l'Amazir, c'est les autochtones, c'est le peuple qui a peuplé le Nord-Afrique depuis ce qu'on connaît, il n'y a pas avant. Ce qui est spécialement pour les Mozabites, comme je l'ai dit, c'est les habitants de la région de Mzab, appartenant à la tribu de Zenata. Ils ont
ils ont adapté le rite ibadite après l'islamisation de l'Algérie, après la chute de la dynastie des Rostamites. Ce qui a donné aux Mozabites, c'est une spécificité spéciale, ce sont des Amazirs ibadites. Normalement, c'est une double richesse et devenait un double problème. Avant la venue, avant l'occupation française, il y a dans la région d'Emzab, cette ville, c'est des villes-États. Chaque ville, c'est comme Monaco, c'est la ville a ses propres lois, ses propres institutions. Il n'y avait jamais de président, c'est des gens qui se prenaient eux-mêmes dans un système extraordinaire. C'est un système laïque où il y a séparation entre les pouvoirs. Il y a la structure religieuse, les Azaba, qui s'occupe du côté religieux. Il y a la structure des domaines qui s'occupe de ce qui est social, la famille, ce qui concerne la société. Et il y a l'Mhadar qui s'occupe du côté défense et volontariat. Et chaque structure est indépendante totalement de l'autre. Il n'y a pas de cumul de responsabilité à travers ces structures. Et c'est ça le génie de Mozambique. Pendant plus de 10 siècles, ils ont vécu isolés dans le désert, dans un milieu hostile. Ils ont pu résister aux différentes invasions, autres des tribus nomades qui, à par moment, ils ont besoin dans des moments de s'attaquer ou de voler, ou s'il y a des sécheresses, quand même ils ont pu résister pendant 10 siècles. Le commencement, même les Turcs, ils n'ont jamais colonisé ou arrivé jusqu'aux Arabes. Les Français, à l'arrivée des Français, les Mozabites, ils ont vu une puissance coloniale qui s'approche, ils n'ont pas la capacité de résister. Ils ont fait un traité avec les Français, c'est en 1853, c'est l'équivalent d'une autodétermination. Ils ont mis d'accord avec les Français pour que la chose sociale, les structures traditionnelles gèrent la société sans qu'il y ait ingérence des Français dans les affaires mozabites. Et en même temps, ils ont élevé ce qui est défense et reste. Le grand virage pour les Mozabites, qui, je pense qu'ils n'ont pas bien, s'ils n'étaient pas préparés, c'est après ce qu'on appelle l'indépendance. Après l'indépendance, il y a un État central, dictatorial, qui n'ont d'un État que le nom. Et on connaît le résultat maintenant, après 50 ans de gestion de notre pays, depuis 1962. C'est là que ça commence maintenant la tragédie des Mozabites, ce régime de Ben Bella puis Boumediene. Il y a le parti unique, et il y a tout ce qui est différent, où on ne rentre pas dans le moule arabo-islamiste, il est cassé, il est attaqué, il est rejeté. C'est ça, ce que j'ai dit maintenant. Les Mozabites ils ont une double richesse, devenue un double problème. Bon, du côté de Tamazight, comme tous les Amazirs de l'Algérie, c'était interdit de parler Tamazight, c'était interdit, les noms sont complètement changés. Par exemple, je donne un exemple, Ghardès, ça ne s'appelle pas Ghardès, ça s'appelle Taghardès. L'Atf, ça s'appelle Atf, ça s'appelle Tejnid. Et même les noms de villes étaient changés comme ailleurs, comme de toute l'Algérie. Heureusement, pour ce problème-là, il y a nos frères kabyles qui ont pris le devant. Ils ont mené un combat, c'est le printemps berbère. Et après, on est arrivé à un moment à la reconnaissance de Tamazight comme langue nationale qui n'a sur le terrain aucun sens. Tant qu'il n'est pas officiel, ça n'a aucun sens, c'est juste pour traîner un petit peu. Donc, je reviens à Ghardayel pour détruire, quand je parle de l'ethnocide, pour détruire cette spécificité,
a agi par étapes différentes. La première étape, c'est la spoliation des terrains appartenant à la communauté mozambite, soit des terrains qui appartiennent aux tribus, aux terrains de Waqf, appartiennent à la structure des mosquées, ou bien même des terrains privés, soit dans le cadre de soi-disant utilité publique, ou bien spoliés par des privés. Quand on va à la justice, il n'y a pas de solution. La deuxième façon, c'est ramener des populations arabophones à Ghardaya, les implanter par un nombre qui augmente. Ils ont commencé par les Arabes limitrophes, la région de Metlili. Après, c'est la région de Tier, Titou. Avec le temps, maintenant, il y a un déséquilibre démographique. Les Mozambiques, ils sont en train de devenir minorité chez eux. On a l'exemple des Chinois avec les Tibétains, les Soviétiques avec les différentes républiques de l'ex-URSS, qu'on voit le problème maintenant. Après ça, à partir de 1975, c'est l'agression caractéristique. Il y a le pouvoir qui utilise ces Arabes déplacés vers la région de Ghardaya pour attaquer aux biens et aux Mozabites. Et ce qui fait, c'est le fait marquant, chaque fois, c'est le pouvoir qui manipule ça. Chaque fois, depuis, moi, la première fois, 75 c'était à Benyezgen, c'était à Garara, et 85 c'était à Ghardaya, c'est les mêmes choses qu'on vit maintenant. Mais à la différence, à l'époque, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas le Facebook, c'est les massacres à huis clos, si personne ne se rendait compte. Maintenant, la différence maintenant, c'est que grâce à l'évolution des médias, de la technologie, de l'Internet, que tout le monde a pu voir une facette de cette tragédie humaine. Et à partir du 75, il y a périodiquement des agressions pour une raison ou une autre. La plupart du temps, ça commence sur des terrains spoliés aux Mozabites. Quand ils réclament, c'est la guerre. Et chaque fois, c'est le pouvoir qui vient, représenté par les services de l'ordre, qui normalement sont censés protéger le citoyen et ses biens, comme stipule la constitution algérienne et toutes les constitutions du monde. Contraire, c'est pas qu'il faille uniquement à leur première vocation, mais il prend position avec une partie de la société contre notre partie. Ici, toujours les mêmes, c'est les Mozabites. Et dernièrement, il y a un rapprochement de ces cycles de violence. Ça se passe une fois tous les 2 ans, 10 ans maintenant, presque. Il y a une continuité, surtout après la venue de Bouteflika, c'est Barrayan 2008. Il ne faut pas oublier, Barrayan 2008, ça a duré presque 2 ans. Imagine une petite ville de 30 000 habitants, le désert, il y a ni Maki, ni Djbel Zbarbar, ni Sidi Ali Bona, bien rien du tout. Facilement, on peut localiser tout, mais pouvoir laisser les choses évoluer. La même chose maintenant, Ghardaya. On pense actuellement que cette façon de terroriser la société, de terroriser les Mozabites, soit pour qu'ils acceptent ce que veut l'État, soit l'arabisation, soit qu'ils quittent carrément leur terrain, les terrains de leurs ancêtres. Il ne faut pas oublier que Ghardaya est situé au cœur de l'Algérie, c'est entre Hassim Saoudi et Hassermel. La zone Mozambite, elle inclut tout ça. Le pétrole et les gaz, il est dans la région Mozambite. Maintenant, les derniers événements qui ont secoué Ghardaya, ce qui s'est passé dernièrement, chaque fois, ça se passe comme ça. Mais la différence, comme je l'ai dit, c'est maintenant, il y a les photos, il y a les vidéos qui enregistrent, qui fait... c'est des pièces à conviction. On peut, par ces photos-là, poser des plaintes contre
le régime algérien, hein, en commençant par le président de la République jusqu'au dernier responsable. Quand on voit ici, par exemple, Si vous arrivez à voir. Quand on voit des policiers avec des gens encagoulés qui attaquent les quartiers mozabites, bon, je pense que ça sera... Les gens ont vu tout ça. Je vais laisser une copie chez nos amis. Le fait frappant, quand à la cimetière de Cheikh Ami Saïd, qui est une cimetière très ancienne, elle est située au cœur du quartier mozabite. Il y a des bandes de voyous encagoulés ou bien un visage découvert qui cassent, qui profanent, qui détruisent des mausolées anciens classés patrimoine mondial par l'UNESCO officiellement. Et bon, ça c'est grave. Mais le plus grave, quand ils sont accompagnés par des policiers, et les policiers là ne les arrêtent pas, ne les empêchent pas de vandaliser cet héritage qui n'est pas uniquement mozabite, qui appartient à toute l'humanité, les Algériens, à toute l'humanité. Mais aussi en même temps, ils lancent lacrymogènes et les balles caoutchouc vers les mozabites qui veulent défendre leur cimetière. Ça, on arrive à un certain moment. Bon, les gens qui sont loin n'arrivent pas à comprendre. Mais ce qui s'est passé là, c'est passé en 85, en 91, en 2008. Moi-même, en 2008, j'ai diffusé une vidéo à Barienne, mais c'était la même chose. C'était la même chose. Quand on voit les dernières images, à certains moments, c'est dans la désillusion, c'est les policiers qui ne sont pas officiels, ne sont pas structurés, c'est des voyous. Et on voyait des gendarmes, il y a de ça 15 jours, à l'intérieur des champs appartenant aux Mozambique, la région de l'Adira, il y a des centaines de voyous qui attaquent les champs de Mozambique, qui incendient, qui cassent, qui détruisent, qui même tuent les bêtes par des vaches et des poulets. Le malheur, il y a des photos ici, ils étaient accompagnés par les gendarmes qui les protègent à l'intérieur des champs mozabites. Et quand les gens mozabites veulent défendre le bien de leur communauté, c'est les gendarmes qui les attaquent. Ça, c'est la gendarmerie et la police algérienne se comportent comme une armée de colonisation. Ça, c'est très, très grave. Ça, c'est ce que fait les événements de Ghardaya. Ils montrent une facette du pouvoir algérien, mais la question qu'on se pose, qu'on s'arrache les cheveux, ceux qui ont les cheveux, moi ça, il ne reste pas beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas quelque chose qui... Maintenant, il ne faut pas oublier, il y a 7 morts. Nous habitués par sauvagement. Il y a un qui est massacré par la police, après qu'il ait été massacré par des agresseurs. Il y a les derniers qui tuent par balle directe, il y a l'armement. On voyait parmi les photos des anciens terroristes repentis qui sont là, des salafistes qui sont là. Tout le monde était là, protégé par la police et les gendarmes. Et c'est là qui nous envoie, je ne sais pas qui, Jamaït Ulama al-Muslimin, les intellectuels, pour nous dire, comme si on était des gamins, attention, ça y est, il ne faut pas se bagarrer avec ton voisin, mais le problème, c'est les gendarmes, c'est le policier, c'est pas le voisin. On ne vit pas à l'âge tribal, je ne sais pas, en Arabie, où toute tribu peut s'attaquer à l'autre, et puis il y a les autres tribus qui vont faire solh entre les deux tribus. C'est vraiment, c'est déjà avoué que l'État algérien n'existe pas. C'était juste pour détourner, pour que les gens disent, après, on n'a rien compris. C'est très clair, c'est le pouvoir algérien qui fait ça. À travers ses serviteurs, soit c'est des policiers, soit des gendarmes, soit des juges. Parce que ce policier-là, qui était en position avec des criminels, il ne les arrête pas. Après, il va arrêter des mozabites, il va les présenter au procureur. Comment je fais confiance à ce policier-là?
il n'est plus arbitre. Il est parti prenant c'est lui le responsable. Et ce qui nous a frappé beaucoup, nous à RDA, c'est l'absence d'une solidarité nationale. Tout le monde, la majorité, à part, je le dis comme ça, et je suis franc, à part nos frères Amazir, il n'y a personne qui a bougé les petits doigts, peut-être, si tout à fait, et je connais, entre parenthèses, des amis à la Ligue des droits de l'homme qui me disaient, pourquoi tu disais que c'est des Arabes qui vous attaquent? Ben, je ne vais pas dire que c'est des Martiens, je les connais. On les connaît, tout le monde, ce que nos jeunes maintenant ont fait d'extraordinaire, ils ont filmé tout ça. Il y a des jeunes Mozambiques, heureusement, par milliers, qui se défendent. Heureusement, il y a des Mozambiques qui se défendent. Sinon, ils auront dû brûler toute Gardaya. Il y a d'autres qui prennent des photos, prennent des vidéos. Et tout le monde a vu cette vidéo horrible où on a assassiné ce jeune Baba Ismail. Il ne faut pas vous étonner. Les assassins de Baba Ismail le reconnaissent dans les vidéos. Quand ils étaient présentés chez le procureur à Gardaya, il l'a relâché, il les a mis sous contrôle judiciaire. 2 d'entre eux, imagine, des responsables d'assassinat horrible. Preuve à l'appui, ils sont mis sous contrôle judiciaire. On a un Mozambique, parce que c'est un militant, c'est pas Banjar, condamné à perpète, parce que sans aucune preuve, pendant 10 ans, 8 ans, qu'il est en prison. Maintenant c'est 9 ans. C'est ça l'apartheid, c'est ça le racisme. Quand ça vient du pouvoir qui est censé protéger le citoyen, ça devient très grave. Comme je l'ai dit maintenant, je pose la question, je m'excuse légitime, est-ce que l'Algérie c'est une nation? Non. Est-ce que l'Algérie c'est un État? Quand on voit ces comportements des officiels de l'État algérien, quand on voit ce jeu monfautisme total du reste des Algériens, à part nos frères Amazir, est-ce qu'on appartient à la même nation? C'est ça, c'est des questions très légitimes. Voilà à peu près ce que je voulais présenter. Il y a des photos, il y a des images qui sont à l'appui. Mes amis qui ont des questions à poser, mes amis qui peuvent nous aider pour déposer plainte contre ces voyous-là, je parle du régime algérien. Du peuple algérien aussi. Non, le peuple algérien c'est un ignorant. On a fait pendant longtemps, grâce à Ben Bouzid, Bouteflika et le reste, c'est devenu un peuple d'ignorants. Voilà. Voilà, alors... On va prendre des séries de questions ou de réactions, mais je vous demanderai d'être assez bref dans vos interventions. Comme ça laissera plus de place à tout le monde. Voilà, merci. Azul, un sophici, micro, oui. Voilà. Azul, un sophici, Amas Kamal. Je veux dire, ça veut dire les Mozabites sont des victimes que tu viens de citer, mais je pense aussi que les Mozabites sont des victimes de la politique de la mondialisation. Le fait que Gardaya, elle se situe dans le sud, le grand sud, il y a des richesses, et aussi les Mozabites, c'est le peuple qui a gardé son autonomie économique vis-à-vis de tous les colonisateurs qui sont passés par là, y compris l'Algérie. Ça veut dire qu'il y a une politique pour exterminer le peuple mozabite, pour garder cette richesse entre les mains des voleurs, des voyous d'Algérie, qui sont des serviteurs aussi de la mondialisation. Voilà ce que je veux dire. Aussi parce que quand on voit, les Mozabites sont les seuls qui sont restés
qui maintient, c'est les seuls producteurs en Algérie. Et la production en Algérie, ça gêne la politique de mondialisation. Parce que le pouvoir algérien, il a mené une guerre avec les islamistes qui sont aussi de droite, comme ce pouvoir. Ils mènent la même politique pour le même objectif. Voilà ce que je veux dire. Voilà, prière. Merci. Voilà. Finalement, il préfère réagir à chaque. Oui. Vas-y. C'est bon, j'ai la C'est bon, son avis. d'accord, ok, très bien. Oui. Bonjour. Alors, après ce que j'ai cru comprendre, et d'après ce que je connais de la société mozabite, vous aviez déjà une autonomie de fait, vous avez toujours vécu, puisque vous aviez un territoire, vous aviez une culture qui est par ailleurs écrite, et des spécificités culturelles et ethniques par rapport à votre environnement. Donc vous avez l'habitude de vivre en autonomie, même notamment économique, puisqu'on sait que vous êtes autonome d'un point de vue économique. Dans ce cas, quelle est la solution pour vous? Est-ce que c'est d'accepter l'ethnocide et de se fondre dans la masse, dans le moule, ou alors est-ce que l'idée d'une autonomie réelle, d'une autodétermination se poserait pour justement sauver les Mozabites? Oui, si j'ai dit ça il y a 5 mois, personne ne va m'entendre, surtout je parle l'Omza. Mais actuellement, l'idée d'une autodétermination, l'autonomie réelle, elle est très acceptable chez les jeunes Mozabites. Je parle des jeunes Mozabites qui se sont par milliers, qui sont là, présents, et ils sont, je ne sais pas, victimes de la mondialisation, ils sont le résultat de cette mondialisation. Ils n'acceptent plus qu'ils soient l'otage ou les sujets de certains gens qui parlent à leur nom sans les consulter, et ils n'acceptent jamais d'être un citoyen de deuxième degré. Et c'est une très très bonne chose. Il y a quelque part toujours quelque chose de positif. Il y a une prise de conscience énorme chez les jeunes Mozabites. Et j'ai dit, si on faisait un travail pédagogique pendant 50 ans, 100 ans, on ne va pas arriver à ce résultat comme ces événements qui ont fait accélérer la chose, parce qu'il ne faut pas oublier, quand ces hordes, ces voyous attaquent, c'est par centaines. Ils attaquent ici, à gauche et à droite, et il n'y a personne pour protéger, sauf les jeunes Mozabites eux-mêmes. Ils arrivent maintenant à se défendre merveilleusement, et c'est une très bonne chose. Et je pense que l'idée d'autonomie, ça va de soi, c'est parce que je pense en Mzab ou en Kabylie, c'est très facile, parce que tout le temps on a compté sur nous-mêmes. Il faut que je fasse une remarque, après 62, après l'indépendance entre guillemets, le pouvoir a cassé ces structures de l'intérieur. Il a pu mettre des Mozabites qui lui servent, j'expliquais à certains amis maintenant, le pouvoir algérien, il a compris, il a bien étudié, et il agit comme le virus. Le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans la cellule, il pénètre le noyau, il injecte son ARN au noyau, et là, cette cellule-là va pas produire ses propres protéines, mais il va produire des virus. Et c'est ça le pouvoir algérien, ce qui a fait aux structures anciennes Mozabites. Et là, par la terreur, par ces phases différentes, surtout vers la fin par la terreur, il impose son dictat aux gens qui sont dans les structures traditionnelles. La preuve, après ce qui s'est passé à Ghardaya, la structure de l'AIR, entre parenthèses de Ghardaya, a donné des consignes pour voter Bouteflika. Ils ont devenu un sujet du pouvoir algérien. Maintenant, on fait un travail parallèle. On ne va pas se disputer avec ces gens-là. L'Arabe d'Algérie, c'est des gens qui ont peur. Il y a une prise de conscience énorme chez les jeunes Mozabites et un avenir promoteur. On va doucement vers une autonomie réelle. Je connais très mal le Mzab, qui est quand même le point le plus au sud, où je me suis rendu en 1980, avec un ami que j'ai retrouvé ici pour diffuser Tafsout. C'était en 90. Voilà.
apparemment les choses ont bien changé. Alors je vais poser une question donc, sur l'actualité. L'élite mozambite, en particulier, que je sais, j'ai lu des textes de Haj Nasser, que vous devez connaître évidemment. Et la dimension culturelle, quand vous parlez d'ethnocide, etc., il n'a pas osé la présenter. Quand elle, on sentait qu'il était quand même dans un texte en filigrane présente. Il a parlé de choses très précises. Il s'est posé des questions sur les avions cargo qui viennent affrétés par les émirs du Moyen-Orient, qui ne viennent pas, dit-il, uniquement chasser de l'outarde. Et il dit qu'il y a des cargaisons de Kalachnikov qui sont déchargées. On se demande, dans un texte que Haj Nasser a signé, publié dans le Watana. Voilà, il a parlé aussi de Massinissa, qui a été le premier fondateur avant l'émir Abdelkader, etc. Donc c'était nouveau dans son discours. Je me suis dit, les choses évoluent peut-être. Et puis j'ai lu le même Haj Nasser qui signe une pétition initiée par des gens, en tout cas Ahmed l'a signé. Il a dit effectivement tout ce que vous avez dit tout à l'heure, que ce conflit ne doit pas exister parce que les deux communautés qui s'opposent partagent les mêmes valeurs, je cite, arabo-islamiques. Donc Haj Nasser signe en même temps ça. Je ne sais pas ce que vous pensez au niveau de ces textes. Vous affirmez donc qu'il y a une politique très claire, agressive, que vous qualifiez d'ethnocide, oui. Et en même temps, vous êtes une voix un peu isolée, me semble-t-il, de l'extérieur, pour dire ça. Comment isolée? Non, isolée, je dis, quand on est à l'extérieur. On a entendu effectivement, par contre ça a été entendu, je reviens d'Algérie aujourd'hui même, ce matin, et plus précisément de Kabylie. Ce qui a été entendu, c'est les jeunes qui criaient dans la salle, Imazir quand Selal a été là. Et ça, c'était perçu comme effectivement une nouveauté, cette dimension-là culturelle a été, il me semble, que ce soit partagée par. Alors, ma question, c'est sur ces élites, en particulier incarné un peu par le Haj Nasser que je viens de citer, et aussi le poids de l'islam, qui dans la société mozambique pèse très fortement. Est-ce que ça ne risque pas de brouiller un peu les cartes et de compliquer le message que vous essayez de faire passer? Merci, c'est une question très importante. Premièrement, ce que dit Haj Nasser, j'ai bien commenté ce qu'a dit Haj Nasser. Ça veut regarder moi, parce que j'ai vécu sur le terrain, je lui dis maintenant, c'est une guerre du pouvoir algérien contre le Mozambique. Ce qui se passe à Gardaïa, ce n'est pas un problème entre Arabi Chambi, Chambi et Amazir, et entre Malik et Tibadid. C'est le pouvoir qui gère ça. C'est le pouvoir qui gère ça. Il utilise ces différences comme ingrédients pour recruter plus de mercenaires pour attaquer plus de Mozambique. C'est tout. Le problème à Gardaïa, ce n'est pas un problème que peut régler par ces histoires de rapprochement, parce qu'on vit dans un État central. Si on dit il n'y a pas d'État algérien, vous les Algériens entendez-vous, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de militaire, il n'y a pas de vote, il n'y a rien du tout, ça sera logique. Parce que ça, si on n'accepte pas, si on accepte cette logique, en même temps, il doit qu'il n'y a pas d'État algérien. Ce qui se passe à Gardaïa, c'est très simple. Et ça se répète, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est pas la quatrième fois. Le pouvoir algérien, par ses agissements, veut soit effacer l'identité et la culture du Mozambique, qui est une société laïque, je précise, c'est une société laïque, dans les règlements intérieurs des structures que j'ai cités. Et c'est historique, qu'on peut vérifier, interdit un imam, il prend autre responsabilité d'être imam. Quand il est dans sa tribu, dans ses domaines, tajmat, équivalent chez notre frère Amazir, il est une simple personne. Il n'a pas de veto dans le domaine ou bien dans l'omhad. Il n'a pas. Il est comme. Il n'y a pas de cumul. De pouvoir, de responsabilité. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et pour moi, je l'ai dit franchement, je l'ai dit auparavant, il n'y a pas d'élite mozambique dans le sens d'élite. Il y a des docteurs,
Il y a des gens qui ont servi à un certain moment dans le pouvoir algérien, mais on ne les voit pas sur le terrain. Ils sont là à vouloir amortir un petit peu le choc sur les jeunes pour qu'ils acceptent ça comme une fatalité. Donne-moi une explication logique. Comment ce Mejlis A'yan, entre parenthèses, nommé par Seller en 2006, après ce qui s'est passé, les meurtres et cette destruction massive de l'économie mozambique par un pillage et incendie des grands magasins dans toute la terre commerciale en pleine journée devant la police, après ils disent aux jeunes votez sur Bouteflika. C'est des gens coupés de la réalité. C'est des gens tellement, ils ont paralysé par la peur qu'ils deviennent incohérents. Et ou bien ils ont le complexe de Stockholm, ils ont tombé à mesure de bourreau. Ça, pour nous, à Gardaya, on travaille un travail parallèle. Je ne me bagarre pas avec ces gens-là, je ne cherche pas parce que ça y est, ils sont dépassés par les événements. À Gardaya, c'est clair, il y a des images, il y a des vidéos qu'on ne peut plus camoufler. Et je pense que cette initiative, ça rentre dans ce que j'ai dit, vouloir protéger le vrai criminel qui est le pouvoir algérien par n'importe quel prix. Alors, vous avez déjà le micro, après ça sera pour Hassan Hiraj, et puis Rouaria, puis Nono Sadi. Voilà. Bonjour. D'après votre exposé, j'ai presque compris qu'on vit dans deux pays. Il y a l'Algérie et Gardaya. Vous avez relaté l'histoire des Mouzabites, qui est une histoire apparemment douce, qui n'ont jamais adhéré aux structures ottomanes, ni aux structures du colonialisme français. D'ailleurs, on ne retrouve ni Qaïd, ni Bachar, ni Khizmej. Et vous avez parlé des structures inhérentes à la société mouzabite. Vous avez parlé de Zaba, le Mhada et la structure sociale qui régissent cette société. Le dommage, c'est Tajmat dans les autres. Voilà. Sans citer pour autant quelle est la structure prédominante. Parce que normalement, parce que quand vous me dites que l'imam est laïque, c'est l'imam aussi qui interdit que de Mouzabit s'embrasse aussi. Voilà, on soit d'accord sur ça. Ouais. Vous dites que l'imam est laïque. J'ai mal entendu. Mais l'imam est laïque, mais vous dites pas que l'imam peut interdire que deux jeunes Mouzabites s'embrassent. L'imam ne peut pas être laïque. Non, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de montrer ou de mettre en relief qu'il y a une dualité institutionnelle. Pardon. Qu'il y a une dualité institutionnelle. C'est-à-dire qu'après 1962, et l'État, bon, le semblant d'État centralisé, ne va plus avec les structures existantes déjà chez les Mouzabites. Et quand il a commencé à s'immiscer dans ces structures et les casser, vous dites qu'il est en train de démousabiliser les Mouzabites, de les vider. Voilà, moi je poserai deux questions. Les Arabes qui ont vécu avec vous et qui sont des Malikites ne sont pas concernés. Il y a un voisinage, disons, géographique, mais ils n'ont pas les mêmes structures que vous. Comment vous avez vécu ensemble pendant des années, des siècles, sans que le problème institutionnel ne se pose? Deuxième question. Est-ce qu'actuellement les Mouzabites cherchent une sécurité et une liberté dans un espace libéré avec comme fer de lance, faire revivre les structures qui leur ont permis d'exister à travers l'histoire? Ou est-ce que vous cherchez, dans une autre logique, est-ce que vous recherchez, est-ce que vous cherchez d'autres solutions dans la démocratie comme définie universellement? Oui. Voilà, mon propos, merci de m'avoir écouté. Merci. J'aimerais bien quand quelqu'un pose des questions, juste dans son nom pour plus. Premièrement, pour prouver que la société, j'ai pas prouvé, pour relater un petit peu l'histoire. En Mzab, il y avait une société, une population juive qui vivait à Gardaya depuis plus de 6 siècles, ramenée par les Mouzabites de Djerba
Parce que Gerba, Jebel Nefoussa, c'est des Amazirs ibadites. Ramène des Gerba pour qu'ils s'installent à Gardaya. Et la synagogue juive à Gardaya était donnée par la société mozabite aux juifs. Ça, il n'y a pas plus de tolérance, il n'y a pas plus de laïcs que ce geste qui confirme que les mozabites, c'est pas qu'ils confirment, qu'ils démontrent, c'est l'histoire qui a dit ça, c'est qui démontre que les mozabites étaient tellement tolérants qu'ils ont amené, non pas uniquement des Malikites, mais des juifs qui ont une autre religion, entre parenthèses, diabolisée par les autres musulmans, quand il dit Yehudi Hachak, comme s'il ne parle pas d'un être humain. Ça, on l'a rarement vu. En plus, quand les Juifs ont quitté l'Algérie, d'ailleurs, comme ils ont quitté l'Algérie en 1962, c'est des Arabes qui ont squatté leur maison, leur bien. Il n'y avait pas ce problème avec les Arabes malikites avant l'indépendance. Pour l'information, les Arabes malikites, ils vivaient dehors. Les seuls Arabes malikites qui étaient à l'intérieur près, c'est une petite tribu qui est les tribus mozabites fait rentrer ceux qui sont installés après plusieurs temps dans un but social pour qu'ils aillent une part dans la société. Ça, c'est très important. Maintenant, quand on est dans un État central, c'est pas mon problème. À Alger, peut-être que tu ne connaissais même pas ton voisin dans l'immeuble, comment il s'appelle. Il y a un État central, il y a des lois, il y a des structures qui gèrent toute la population. En plus, heureusement, l'Algérie a beaucoup d'argent. Il ne faut pas oublier aussi que les Chabi actuellement à Gardaya, ils ont des Ben Bitour, des Ben Bada, des gens qui sont haut placés dans le pouvoir algérien. Et quand on parle du pouvoir algérien, c'est de l'argent. On connaît bien Ben Bitour, il a associé Chabi, Arziou, qui gère une grande usine qui vend du truc. Des engrais non azotés aux Japonais et aux Américains, ils te comptent combien ça fait de l'argent. Les Chabi à Gardaya, jusqu'à Tamarest, ils dominent le Marlboro, la drogue. Ils sont très très riches. C'est pas un problème d'argent. C'est plus la société. Les Mozabites, on ne vit plus dans la ville-État. Il y a un État algérien qui doit gérer la société. Il faut un petit éclaircissement. Pour le reste, les Mozabites, tellement ils faisaient confiance à leur structure, que le pouvoir a compris ça, il est intelligent. Et au lieu de parler à les Mozabites tout seul, il allait chez le pupitre, là où il y a la commande, et il faisait passer ses messages directement, son ARN, directement à tout le monde. Maintenant, les Mozabites étaient pendant longtemps anesthésiés par ces soi-disant Mozabites qui sont l'Akbar, l'Ayan, je ne sais pas comment, chaque fois on le fait sortir de l'histoire. Et maintenant, avec ces événements-là, avec leur atrocité, les Mozabites se rendent compte. Et bien, ces gens-là nous montaient, et quand nous allaient là, et bien, Fakhar était présenté comme quelqu'un qui est dangereux, parce que quelque part, il se met dans sa tête, voilà, on est bien avec le Wali, avec le chef d'Ara, avec le, je sais pas, local, mes affaires marchent, et quand il y a des Mozabites qui vont attaquer ce grand monstre, ce monstre-là, quand il va frapper, il va pas frapper uniquement Fakhar, mais il va toucher tous les intérêts. Et c'est ça, c'est un problème très simple des gens qui ont égoïstes, ils ont des intérêts minimes, et pour ça, ils sont prêts à sacrifier leur société. Mais ces événements de Gardaya ont l'avantage, ils ont l'avantage de la majorité des Mozabites maintenant disent, mais ces gens-là sont des menteurs. Et c'est très important. C'est pour ça que je l'ai dit maintenant, si on peut parler de l'autonomie, l'autonomie, c'est une dimension actuelle. Maintenant, il faut aller vers l'universalité. On va pas retourner vers
je ne sais pas, l'Irostomide ou Amir Moumini. Non, ça, c'est de l'histoire, on l'a raconté. Mais maintenant, il faut aller vers les droits de l'homme, vers l'universalité, vers la tolérance. Et c'est ça l'avenir de toutes les sociétés et en même temps de la société mozambite. Hassan. Kemeldine, Azul Filech, Azul. merci d'être là pour nous éclairer sur la situation de Mouzab. Nous admirons pour beaucoup d'entre nous ton combat. Nous t'en remercions parce qu'il s'agit d'une juste cause et la tienne et la nôtre. Et naturellement, tu as la solidarité du plus grand nombre des califes. Je voudrais te poser deux questions. La première, c'est que nous savons en Kabylie que la période boumedienne particulièrement, mais cette politique a été poursuivie par ses successeurs, il y a eu clairement des populations arabophones qui ont été installées sciemment dans les villes kabyles pour enclencher ou accélérer un processus d'arabisation dans cette région qui est berbérophone. Ma question, est-ce que la sédentarisation de Chanda a été faite en partie dans cette optique-là, notamment avec le coefficient d'accélération que nous avons connu dans leur installation depuis l'indépendance? Deuxième question, l'identité d'un individu et d'un groupe. Je te laisse. Non, ça va, ça va. L'identité d'un individu et d'un groupe social ou ethnique ou national ou régional est faite de plusieurs sphères. L'identité familiale, l'identité locale, régionale, religieuse, linguistique, etc. Parmi ces sphères identitaires, jusque-là, le Mozambique a privilégié et a mis en avant essentiellement l'islam ibadite. Est-ce que les événements de ces dernières années, et particulièrement avec le coefficient d'accélération d'aujourd'hui, est-ce que ces sphères identitaires ont changé, on va dire, d'imbrication? Quelle est la sphère aujourd'hui qui prime sur les autres? Je te remercie. Merci de ces questions. Premièrement, pour ce qui est de la première question, on ne va pas oublier que Boumedienne, c'est des élèves de régime soviétique et ils ont fait ça à travers le monde. C'est les Chinois avec les Tibétains, c'est les Soviétiques avec les Caucasiens, avec les Kazakhstan, avec ce problème qu'on va maintenant d'Ukraine. C'est ça, c'est des gens tellement malades qu'ils veulent voir qu'un seul moule devant eux. Bon, pour la Kabylie, vous êtes là, vous avez l'avantage du nombre. Les Arabes qui se sont en Kabylie se sont kabylisés. Non. Ils nous ont analysés. Bon, vous savez plus que moi. Mais chez nous à Gardaya, c'était. Ils avaient un double avantage. Parce qu'à l'époque, il y avait le parti unique, il y avait le FLN, et ces Chahbi ont dominé le FLN, et comme le FLN avait la même mise, l'article 120 sur tout ce qui bouge dans la société, ils ont dominé la société par le nombre et par. Maintenant, actuellement, d'ailleurs, la majorité des postes administratifs, c'est des Chahbi, hein, il ne faut pas se. Comme moi, c'est une politique de pouvoir. Comment dirais-je, exécuté par ces gens-là, parce qu'il y a le côté raciste, il y a le côté mercenaire chez eux, et ça les arrange. Et maintenant, dans les commerces mozambiques, tu écris Erhal, Fidarak, dans le terrain de tes parents, il vient quelqu'un qui t'a accepté chez tes côtés, tu écris Erhal. Maintenant, il y a des quartiers mozambiques.
ex-quartier Mozabit, maintenant Mozabit ne peut pas mettre les pieds, il ne peut pas rentrer dans ça. Il ne peut pas aller vers son propre magasin. C'est ce qui se passe à Ardèche, c'est une genre d'occupation. Je t'assure, c'est une occupation au sens propre des mots, par le pouvoir algérien, exécutée par ces arabophones-là, qui dans un but d'arabiser. Et il y avait un certain moment, les soi-disant, avec tous mes respects pour notre ami, les intellectuels mozabites qui disent, ce Bahaz-là qu'on voit souvent en télévision, à la télé, Dr Bahaz, qui dit que les mozabites, on doit se faire des mariages mixtes avec les Chambis pour qu'à un certain moment, on sera accepté par la population algérienne. Imagine, là où le défaitisme, là où c'est arrivé, et Dr Bahaz est parmi l'élite, entre parenthèses, des mozabites maintenant, on le voit souvent à la télé. Mais ce qui est positif, les derniers événements ont fait chambouler tout ça, ça y est, c'est très important. Deuxième question? C'est ça? C'est sur les sphères identitaires. Oui, oui, ça y est. Hier, c'était le 20 avril, dans la place du marché de Ghardaya, il y avait la présence d'une vingtaine de forts gendarmes. Et bien les mozabites de Ghardaya, ils ont. C'est pas des populations amenées qu'on faisait Bouteflika ou Belflis qu'on se déplace pour le. C'est des mozabites là qui ont fêté le 20 avril avec le drapeau Amazir. Et après, ils ont fait un grand cortège en criant Amazir avec le drapeau Amazir dans les quartiers là où ils peuvent faire le cortège. Et c'est très important. Maintenant, on est en phase transitoire entre. Avant 62, les choses étaient claires. Après 62, jusqu'à dernièrement, le pouvoir algérien a voulu donner plus de pouvoir, pousser qu'il soit entre les mains des religieux, parce que quand il veut passer un message par les religieux, il n'y a pas à discuter. Ça, c'est récent dans la société. Et même maintenant, dans les jeunes mozabites, il y a un recrutement dans les Corans islamistes salafistes. Et je pense même que c'est la même chose en Kabylie, qui font même au Rifin, au Amazir des Maroc, c'est la même politique importée de Saoudi et Qatar. Là, c'est pas la main étrangère. Il y a toute une politique de casser cette identité Amazir chez les Nord-Africains. Et chaque région utilise les moyens adéquats. Peut-être en Kabylie utilise plus de l'argent que de la peur. Ghardaya utilise plus de la peur que de l'argent. Il dose selon la région. Je suis venue à cette conférence parce que j'étais complètement, je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait dans le sud. Alors maintenant, je commence à y voir un peu clair. Un peu clair. Hein? Oui, c'est bizarre. Mais alors, il y a beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit et d'hypothèses. Alors, je me demande, à vous écouter, si les mozabites ne sont pas victimes de la répression qui s'est exercée sur les Amazirs. Est-ce que c'est... Parce que je voudrais savoir à quelle période ont commencé les troubles. Comme je l'ai dit, ils ont préparé tout ça au début. Paul les tient aux mozabites. Après, ils les donnent aux arabophones. Oui. Quand les arabophones sont en nombre suffisant pour attaquer, ils ont commencé les attaques en 75. C'est des étapes. Parce qu'en 1975, les revendications berbères pour la culture berbère, etc., n'étaient pas aussi apparentes que dans les années 80. C'est bien ça. Donc ce n'est pas une réaction pour étouffer ces revendications. Non, eux, ils anticipent. En plus, problème, la spécificité de Mzab, ils sont situés sur la banque centrale algérienne qui est le pétrole et le gaz. C'est tout ce qui a comme richesse maintenant en Algérie, c'est le pétrole et le gaz.
imagine le lendemain, les Mozabites vont revendiquer leur autonomie ou même leur autodétermination en prenant le terrain. On est cousins. Je vais noter ça. Attends. Eux, ils anticipent. Bon, maintenant, ils dominent par ces structures traditionnelles. Après, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce que le Mozambique, qui a un commerce, dans le quartier Tnia, il y avait un grand commerce, il est incendié, il brûle. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se déplacer vers Alger, vers Oran, vers Annaba. Parce que si c'est le gatin, il n'est pas un fonctionnaire où il va recevoir un salaire. Il sera obligé de travailler ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait le pouvoir algérien? Il fait fuir les Mozambiques de leur propre terrain d'ici 10 ans. Et il y aura une majorité de nos Mozabites écrasant à Gardaï. Et là, ça sera facile de les déloger ou bien de déclarer séparation du sud, du nord par un général ou par un clan du pouvoir algérien. Ils préparent tout ça. Parce que tant que les Mozabites là, ils ont une légitimité historique sur leur propre terrain. Alors donc, d'après vous, ces agressions auraient pour but d'accaparer les terres, les biens des Mozabites et, en fin de compte, à les faire fuir. Oui, effectivement. Quand il n'y a pas de commerce à Gardaïa, les gens vivent. Maintenant, Gardaïa, c'est comme la Syrie, c'est comme Damas ou Halab. C'est une ville détruite complètement. Et le commerce a besoin, pour qu'il fonctionne, a besoin de stabilité. Parfois, les routes coupées, on ne peut même pas rentrer ou sortir de Gardaïa. Il y a des faux barrages. Il y a des faux barrages installés entre deux barrages officiels. Je te le dis, moi-même, j'étais tombé dans un faux barrage. Il y a un fourgon de police ici. Il y a tu avances une centaine de mètres. Il y a des bandits, des voyous qui ferment la rue. 200 mètres après, tu vas trouver un autre barrage policier. Les tolèrent, ils encouragent. Et ça, c'est pas encourageant ni pour le commerce, ni pour soit pour celui qui achète, celui qui vend. Et le commerçant, il va dire un mois, 2 mois après, bon, je vais prendre mon investissement, je vais le placer ailleurs, je ne vais pas mourir de faim. C'est ça la politique. Alors une dernière question, s'il vous plaît. Quelles sont les démarches que vous avez faites pour vous défendre auprès d'instances internationales ou nationales internationales. D'accord. Puisque national, c'est eux qui nous agressent. Bon, premièrement, même à l'occasion, c'est pas ça, ils sont absents. Je remercie notre jeunesse qui défendent. Ils n'ont plus peur de mettre contre la mort, ils sont prêts à mourir. Tant qu'il y a plus de victimes, il y a plus de jeunesse qui prend en charge la défense de la cité, de leur quartier. Et deuxièmement, moi, et c'est pour ça que je suis nommé, comment il s'appelle, la race el fitna, je sais pas quoi, parce que on diffuse ces photos et ces images. Et je envoie à toutes les chancelleries qui sont en Algérie, à toutes les ligues des droits de l'homme, les ONG internationales, et même au niveau de l'ONU, au niveau du Haut Commissariat des droits de l'homme, chaque fois j'envoie des rapports avec les photos et vidéos. Et je ne sais pas où on est arrivé. Et j'aimerais bien qu'on soit aidé dans ces démarches-là. Et je pense que ce sera intéressant de déposer plainte directement contre le pouvoir algérien. Et parce que pour moi, un policier, un gendarme, un wali, il ne décide pas tout seul. L'ordre vient de haut. Et là, on a besoin de tous nos amis. Alors, je récapitule. Nordin Sadi, ensuite le monsieur, la dame, le monsieur là-bas. Voilà, ça c'est vraiment dans l'ordre. Vous avez demandé la parole. C'est moi, c'était un.
Droit de veto. Tu es à la maison, tu feras après, donne la parole aux autres. Rapidement. Moi, juste une question à poser à un docteur. C'est par rapport au rapprochement fait par le pouvoir à Raldaya, en genre de Raldaya, par rapport à